cette architecture mise en place depuis l'assassinat du président Sylvanus Olympio, qui fonctionne en termes de terreur, de violence, d'accaparement de nos ressources, de gabégie, et qui a été structuré sur la base ethnique, mais mailler le territoire avec des gens qui représentent cette structure dans toutes les régions. On a parlé de la région de la Savane et tout ce qui se passe dans cette région. Les fils de cette région, Yak, Baké, et comment ils ont entretenu la misère, la souffrance, tout ce qui se passe en tant que pauvreté et misère. La région de la Kara qui n'a pas d'eau, après 60 ans d'un régime où on a transformé justement un processus de criminalisation des jeunes Kabyens en militaires pour faire la répression et maintenir ce régime, et même contre les intérêts de leur propre communauté. On en est venu à la région de Sokoré, pardon, région centrale, où on n'a pas même pas voulu faire avancer les chemins de fer à Sokoré, ni des routes commerciales, des infrastructures pour le développement de ce milieu qui est très agricole. Toute cette stratégie fait partie d'un système d'oppression, de domination, d'exploitation. Et donc, on en a discuté comme troisième élément. On en vient aujourd'hui à la région des plateaux, une région très riche sur le plan du climat, sur le plan des ressources, et toute la stratégie qui est mise en place politiquement pour faire en sorte que cette région puisse toujours être dépendant de la dictature avec ses fils, qui ont joué un rôle important dans le système de la dictature. Je te laisse la parole pour nous éclairer sur la stratégie mise en place depuis 63 et qui se perpétue à travers toutes sortes de mécanismes, parfois qui ne sont pas visibles, mais qui font partie des stratégies de la dictature que nous devons déconstruire si nous voulons libérer notre pays. Carlos, c'est à toi. Merci beaucoup, Tché. Merci encore à tous les participants de ce panel, de cette masterclass qui permet aujourd'hui de parler, de décrypter, de faire l'autopsie de la cartographie géopolitique, géoethnique, géomilitaire d'un territoire sous domination, et la région des plateaux. Et parce que la région des plateaux est une région charnière et qui nous autorise à aller au tréfonds de cette région et de voir dans quelle mesure et comment le régime, jusqu'à ce jour, jusqu'à l'heure où nous parlons, est en train de multiplier des manœuvres politiciennes et viles pour maintenir le peuple dans la domination. Et comme je l'ai toujours dit, les masterclass que j'organise sont basés beaucoup plus sur l'expérience de terrain, à part les connaissances académiques. C'est l'expérience du terrain, parce que je le dis toujours, j'ai eu la chance d'avoir un père qui était un garde forestier, qui a été balancé dans toutes les régions du Togo. Quand moi, je n'étais même pas encore né, j'ai vu la carte d'identité de mon père. Il a commencé à Dapan, où on écrit encore on écrivait sur la carte d'identité Dapango. Il était chef de poste forestier à Dapango. Après, mes grands frères sont nés là-bas, et après il a fait Mango, où on a écrit Sansane Mango. Avant que moi je naisse où et on a fait Vaughan, moi je suis né à Vaughan, on a fait Akumapé, après on a été bombardé à Kounou, qui fait partie de la région des plateaux. Je vais en parler parce que c'est là-bas que j'ai commencé le cours primaire, pas même ce qu'on appelle le jardin d'enfants. En 1979, c'est là-bas moi j'ai commencé mes cours. Je me rappelle encore comme si c'était hier, parce que je me souviens qu'on nous donnait encore à l'époque le franc. Un franc, le blanc qui a un peu la dimension de 10 francs là, c'est sans qu'on prenait, tu achetais quelque chose et moi je ramenais toujours un franc à la maison comme monnaie. Donc ça c'est un peu l'histoire de ces territoires, de ce passé nostalgique. Et puis aussi après Kounou, on est arrivé à Fazao dans le Sotoulou, après on est allé à Al-Hirde dans le Tchaoudjo, après on est retourné à Daoudé dans la Soli, après on est revenu à Tablibo dans le Yoto et tout ça. Et après mes études, j'ai encore continué à perpétuer ces tournées expérimentales qui m'ont permis d'avoir une vision panoramique du territoire
togolais, de ses réalités, de ses hommes et de ses femmes et de son orientation politique, étant donné que, en tant que journaliste et sociologue et tout, j'ai pu cerner avec une vision vraiment très large la situation. Et avant d'en arriver là, comme on est dans la région des plateaux, je vais rappeler un peu pourquoi la région des plateaux est vraiment très intéressante pour moi et a un sens profond. Après l'université, je crois dans les années 2002 et 2003, pour faire l'expérience de terrain de la sociologie que j'avais étudiée sur l'économie et le développement des communautés, j'avais créé un concept que j'appelais le nouveau partenariat de développement. C'était pour faire opposition au nouveau développement de partenariat, le NEPAD, qui est une structure de l'Union africaine qui était censée transformer la réalité socio-économique et du développement de l'Afrique à travers cette Union africaine, mais qui n'a jamais été efficace. On a nommé des ministres, on a nommé des représentants dans tous les pays. Même au sein de l'Union africaine, il y avait un bureau du NEPAD, mais le NEPAD qui était un instrument qui devait incuber le développement de l'Afrique dans ses ressources, dans l'agriculture et dans tous les domaines, n'a jamais pu être concrétisé. Donc, le NEPAD avait les mains pures, mais n'avait pas de main. Donc, moi, j'ai créé le nouveau développement de partenariat. Et nouveau partenariat de développement. Quand moi, je l'avais créé, j'ai voulu faire une expérience pilote. Qu'est-ce que j'avais décidé de faire? Recenser les personnes influentes de certaines localités qui ont les moyens, mais qui n'ont pas la volonté ou bien qui ont peur de faire quelque chose dans leur localité, dans leur milieu, de peur de se faire tuer par des sorciers, de peur de se montrer comme s'ils étaient riches et tout. Donc, dans chaque localité, dans chaque pays et dans chaque région, il y a toujours une personne influente qui a plus de moyens que la plupart des gens de la localité. Donc, j'ai développé ce concept et je suis allé aborder certaines personnalités influentes de ces localités. Je leur ai dit, ben, même avec 100 000, avec 200 000 francs, vous pouvez créer quelque chose pour aider votre village. C'est là que j'ai organisé une petite équipe autour de moi et d'enquêteurs où j'ai mené une étude de milieu. C'est une enquête sociologique qui permet de recenser les réalités et les potentialités, les difficultés et les besoins de certaines localités afin de créer ce qu'on appelle un plan d'action local participatif qui permet à la population d'exprimer son besoin et de voir dans quelle mesure on peut apporter un soutien avec la participation de la population. Et le premier projet pilote que j'ai pu réaliser à l'époque, parce que j'avais une association qui s'appelle l'Association des volontaires pour la promotion des études, c'est Akpélé Agoté. Akpélé Agoté, c'est une localité qui est située un peu, bon, juste à 2 km de Pélé, qui se trouve être un peu la capitale de la zone Pélé, et dans le Pélé 2. Et on a réussi à faire cette étude de milieu, on a recensé et on a compris que la population avait besoin d'un jardin d'enfants. Parce que les parents, ils vont au champ, les enfants sont à la maison, ils commencent brusquement à l'école primaire et il n'y a pas les performances qu'il faut. Alors que dans la localité, il y avait une dame qui a fait un peu enseigner dans le jardin d'enfants à Lomé, qui est revenu, qui est devenu chômeur. Donc, on a trouvé une personnalité et on a fait le chantier de construction de jardin d'enfants qui se trouve au bord de la route de Pélé Agoté. Quand vous allez, vous dépassez Agavé, Pélé Agavé qui est la localité de Madame Tchegan, députée ou ancienne présidente de l'Assemblée aujourd'hui, coordonnateur de l'OTR, commissaire général. Il y a à 2 km de sa localité le jardin d'enfants que nous avons construit et qui reste toujours là comme une référence d'un projet exécuté, projet pilote par rapport à mon concept de nouveau développement de partenariat que j'avais créé. Donc, c'est pour dire que dans chaque localité, il y a de ces genres de potentialités. Cela m'a permis, avec les voyages aller-retour de Lomé à Pélé Agoté, de faire un maillage de ce territoire depuis Lomé jusqu'à Akpélé Agoté, dans la curiosité des visites dans les montagnes, des discussions avec les populations. Donc, le Togo
et pour être clair, est souvent analysée à partir de sa capitale. C'est ce qu'on connaît. Et de ses élites centrales ou de ses rapports diplomatiques. Or, aucune lecture sérieuse du pouvoir togolais ne peut faire l'économie d'une analyse territoriale. Le territoire est très important, les frontières, c'est très important, la cartographie, c'est très important. Et le pouvoir agit sur ces leviers-là pour continuer à dominer. Le pouvoir ne s'exerce pas seulement depuis l'homme, il s'administre, se diffuse et se verrouille dans les régions, et en particulier dans la région des plateaux. La région des plateaux n'est pas une région périphérique. C'est un espace charnière, un corridor humain, économique et politique qui relie le sud côtier au nord du pays. Et historiquement, la région des plateaux est considérée comme un foyer de mobilisation. Parce que, avec une grande population et un foyer de conscience politique et de résistance sociale historique, cette région. Parce que on a connu des moments historiques, que ce soit de l'influence du parti au pouvoir que de l'opposition depuis l'avènement de l'indépendance du Togo, les luttes pour les indépendances des localités comme Palimé et frontalier avec le Ghana ont connu voilà, des révolutions nationalistes qui avaient permis d'obtenir l'indépendance. Donc c'est précisément pour cette raison que cette région, la région des plateaux, est au fil des décennies devenue un territoire sous surveillance politique permanente. La région des plateaux est un territoire sous surveillance permanente. Notre masterclass aujourd'hui propose une lecture factuelle, territorialisée et documentée de la domination politique dans les plateaux, en analysant chaque préfecture, ses peuples, ses langues, ses richesses, ses infrastructures et les mécanismes de contrôle utilisés par le pouvoir. Parce que comme nous avons toujours dit dans les masterclass, au Togo, le pouvoir ne gouverne pas le peuple. Il gère un stock ethnique et sécuritaire pour garantir une rente dynastique. Le pouvoir togolais, au Togo, le pouvoir ne gouverne pas le peuple. Le pouvoir gère un stock ethnique et sécuritaire pour garantir une rente dynastique incarnée par les Gnassingbé. Et cette rente se base sur un triptyque: l'ethnie, l'argent, l'armée. Et c'est ce que nous avons toujours dénoncé. Et c'est ce que nous avons toujours décrypté. C'est ce que nous avons toujours expliqué. Donc, le système de Fort Gnassingbé se repose sur ce que j'appelle la Sainte Trinité inversée. La Sainte Trinité inversée. L'ethnie comme le bouclier, manipulation du concept du Nord en danger pour transformer une armée nationale en une garde prétorienne ethnique. L'argent comme appât, ce n'est pas de l'investissement, c'est du clientélisme. On n'achète pas du développement, on achète le silence des cadres. Le clientélisme. Donc, quand le pouvoir togolais met l'argent dans la politique pour manipuler, pour dominer, pour distraire, pour corrompre, ils ne font pas de l'investissement. C'est purement du clientélisme. Et juste pour acheter le silence des cadres. Et troisième levier de la Sainte Trinité inversée, c'est l'armée comme surveillance. Le maillage du territoire par les chefs-corps qui doublonnent l'autorité des préfets civils. Donc, chaque fois dans la région des plateaux, ça se remarque, quand il y a une autorité politique, il y a une autorité militaire à côté pour surveiller, pour contrôler. Et c'est ce qui fait qu'il y a ce contrôle systématique, permanent, historique, qu'on n'arrive pas à lever. Et dans les masterclass que Pyramide propose, il faut arriver à changer les paradigmes, à pouvoir renverser la vapeur et à sortir de cette domination par la rupture étymologique face à cette domination de pouvoir.
Je rappelle, il faut toujours se présenter dans la pédagogie de masterclass. Je suis Carlos Queto, je suis sociologue de formation, je suis journaliste, analyste géopolitique et chercheur indépendant. Mon travail porte sur la dynamique de pouvoir en Afrique de l'Est, notamment les mécanismes de domination politique, la lecture territoriale des régimes autoritaires et la responsabilisation citoyenne par l'information qui appelle à la rupture face à un régime qui refuse de libérer le peuple. Donc, cette masterclass n'est ni un discours partisan, c'est un travail d'analyse fondé sur des données, des travaux académiques, des rapports institutionnels et une connaissance du terrain pour changer les paradigmes et tomber les mythes face à ce que j'appelle les aventuriers politiques qui ne maîtrisent presque rien du tout. Et moi, ma différence avec ces personnes, c'est que je les connais intimement. Tous les acteurs politiques, que ce soit les nouveaux que les anciens. J'ai la curiosité de savoir qui a fait quoi. Et pour ceux, la plupart d'eux, ils me connaissent intimement parce que j'ai mené un certain nombre d'actions avec eux directement. J'ai influencé. Et ils le savent. Donc c'est la différence, c'est que moi je les connais intimement. J'ai travaillé à travers plusieurs réseaux. Et en plus, j'ai aussi, je connais leur parcours, leur lobby, leur réseau, par ricochet, leurs ambitions. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne m'étonnent pas par rapport à leurs actions, parce que je connais leurs orientations et du passé et du présent et en même temps du futur. Cela me permet de prendre une certaine hauteur quand je vois que ces personnes sont dans une allure démentielle à pouvoir se positionner, à pouvoir accaparer une certaine influence que forcément ils n'ont pas. Quand j'étais encore au Togo, c'est que à un moment donné, je n'ai pas compris pourquoi. C'est vrai que je menais des actions d'influence, mais je n'ai pas compris pourquoi j'ai eu à passer devant moi 3 personnalités politiques qui m'ont appelé depuis l'exil, les États-Unis et tout, et qui disent: Carlos, je veux être président du Togo, est-ce que tu peux m'aider à travers ton réseau? Et je leur ai demandé, rentrez, et puis on va discuter. Il y avait, ça je ne vais pas cacher parce que ce n'est pas un secret, Elias Petigo, ancien ministre des Finances. C'est depuis les États-Unis qu'il m'avait appelé. Il m'a dit, tu pouvais faire quelque chose de tout ça là. Il est venu, on a eu une rencontre ensemble avec lui, et après, j'ai mobilisé un état-major de la presse. Du moins, c'est les directeurs de publication et les organisations de presse. On a discuté sur les contours de comment il peut arriver à affronter le système pour pouvoir arriver à l'alternance. Mais après, il a vu la réalité quelques jours quand il a passé au Togo et cela n'a pas marché. Deuxième personnalité, c'est Gamessou Pierre Toudar. Avant de s'engager dans l'élection présidentielle, il a pris contact, on a eu des rencontres, notamment avec aussi des journalistes et certains lobbyistes. Mais après, il a compris que le terrain était très difficile. Le terrain politique togolais face au Gnassingbé est un terrain très miné. Et quand il voit quelqu'un arriver avec une ambition politique alors que la personne a une influence, par exemple, fonctionnaire international du FMI, ils prennent tellement peur qu'ils mettent les bouchées doubles pour anéantir la personne. La troisième personne, c'est Alberto Olimpio, dont le frère est aujourd'hui le responsable du parti des Togolais. Quand il est arrivé, il m'a appelé avec certains confrères, notamment Fabi Kwasi, que je salue de passage, et il a souhaité qu'on fasse une stratégie politique de communication pour permettre son ancrage dans la foulée des partis politiques au Togo. On a travaillé de bout en bout pour permettre à ce parti d'exister. Mais après, ces déboires avec le système, il n'a pas pu voilà, résister. Il a quitté parce qu'il était sous pression aujourd'hui. Il y a le mandat d'arrêt qui le poursuit sur des histoires d'argent et tout ça. Mais aujourd'hui, Nathaniel Olimpio a pris le relais. Il fait comme il peut.
dans ce contexte. Bon, entre autres, il y a Kofi Yamnian aussi qui est venu chez moi et on a discuté sur un sondage politique qu'il devait faire, mais après, on n'a plus continué. Cela veut dire que, je le dis tout simplement pour témoigner que j'ai côtoyé un certain nombre d'acteurs politiques. Je les ai conseillés, je les ai orientés. Mais pourquoi toutes ces personnes n'ont pas pu résister à la force politique du régime de Faure Gnassingbé, du système de Gnassingbé? C'est pour exprimer. Oui. Est-ce que je peux juste interjeter une petite boutade? Est-ce que c'est toi qui n'as pas réussi à les faire élire président de la République? Est-ce que c'est le médecin qui n'est pas bon ou c'est le malade qui est trop malade? Bon, c'est l'un ou l'autre, hein, parce que je crois qu'avant de s'engager dans une élection présidentielle, il faut réunir un certain nombre de conditions. Et moi, j'ai eu l'occasion de leur poser ces conditions sur le plan du pouvoir, comment il faut prendre le pouvoir. Mais la réalité au Togo, vous savez, quand on est dans la diaspora, quand on a quitté le pays pendant 20 ans, pendant 25 ans, pendant 30 ans, on pense que les réalités étaient aussi simples que ça. Mais quand on vient découvrir, on voit les enjeux, mais on dit, je vais reculer pour mieux sauter. Et c'est ce qui s'est souvent passé. Parce que je les ai mis devant la réalité, devant les faits. Quand ils ont tenté de terrain, ils sont allés ici, c'est bloqué, ils sont allés ici, c'est bloqué, ils disent que ben, c'est comme cela que le terrain est. Je vais prendre l'exemple de Kofi Yamnian. Vous savez, ce qui a découragé Kofi Yamnian dans les élections présidentielles quand il était candidat, je crois que c'est en 2015, mais c'est tout simplement parce que quand le pouvoir l'a vu venir et qu'il devait faire une tournée de campagne au nord du Togo, quand il allait à Kara, ils ont augmenté à un coefficient, peut-être coefficient 10, les frais d'hôtel. Il était avec sa délégation. Quand il va dans cet hôtel, on lui dit que ben, la chambre coûte 50 000 francs la nuit. Alors que c'est des hôtels les chambres étaient vendues à 5 000 francs, 10 000 francs. Donc, lui, il se dit qu'il va faire une semaine. Il a une délégation peut-être de 20 personnes et il va payer pour une chambre 50 000 ou 100 000 francs. Ils ont fait ça exprès pour juste le punir, pour lui compliquer la tâche. Mais il n'a pas pu résister. Il a dû quitter rapidement et voilà, il n'a pas pu faire la campagne comme il faut. Même dans sa localité de Bassa, on lui avait dressé tellement d'obstacles qu'il ne pouvait pas résister. Cela prouve un peu le cynisme politique du système Gnassingbé. Sur le cas de l'autre Gamessou, Pierre Todar, tout le monde connaît son histoire, c'est parce qu'il était un peu inconstant dans sa position, dans son engagement. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il y a Agbomé qui est rentré en scène, il s'est vu dans une situation de légitimité, de remettre sa voix ou bien sa candidature à Agbomé Kodjo pour que voilà, lui puisse bénéficier peut-être de Premier ministre ou bien de ministre des Finances. Mais la plus grosse erreur qu'il a commise, et c'est ça qui, moi, m'a obligé à le tutoyer, à lui dire les 4 vérités et à lui claquer la porte en lui disant que s'il continue dans cette posture, il va rentrer en caleçon. Parce que je l'ai écrit, et c'est vrai, il est rentré en caleçon après, on l'a dépouillé de tous les moyens qu'il avait apportés. C'est qu'au même moment qu'il est candidat à une élection présidentielle contre un système que tu es en train de combattre, au même moment, en tant que fonctionnaire international du FMI, il a accepté de prendre un marché en tant que consultant auprès du ministère de l'économie et des finances du Togo, payé. Mais ils savent bien le faire. Ils t'ont donné la part. Ça, c'est encore le système de la corruption par l'argent. Par la corruption, il a fait son travail professionnel en tant que consultant en finance. Oui, c'est vrai. Mais le pouvoir n'a pas vu ça sous cette allure. Une fois que tu as un contrat et que tu as émargé, tu as pris beaucoup d'argent pour faire la consultation pour l'État togolais, c'est difficile de te mettre dans une posture d'opposant pour t'opposer à ce régime et chercher à le changer. Et on lui a sorti ça. C'est pourquoi, à un moment donné, il a été neutralisé et n'a pas pu s'engager comme il faut pour voilà, s'engager dans une lutte démocratique. Ça, ce sont juste des parenthèses pour montrer que ce n'est pas l'opposition qui est faible, mais c'est le pouvoir politique togolais qui est cynique, qui a tous les moyens, qui crée la division,
qui crée l'asphyxie financière, qui crée le découragement, qui organise la diffamation, la délation, et qui neutralise ses adversaires. Et pour neutraliser ses adversaires, il n'y a pas de pitié. Tu peux être un bébé, quand on te voit, tu as des velléités pour devenir président, remplacer Faure Gnassingbé, ils sont capables de te neutraliser automatiquement. Donc c'est une façon de montrer que l'opposition doit toujours redoubler de vigilance et doit rester debout en permanence. Les forces démocratiques. J'utilise souvent les forces démocratiques pour parler de l'opposition démocratique, parler de la société civile, parler de la diaspora et parler de tous ceux qui luttent pour le changement politique au Togo. Donc, la région des plateaux, revenons-en, c'était la parenthèse. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire avant que je ne m'engage dans la cartographie. J'étais tellement impatiente de me replonger dans la région des plateaux. Ok, merci beaucoup. Superficie de la région des plateaux, c'est 17 000 km². La population est de environ 2 millions d'habitants, selon le rapport, le dernier rapport le rapport qui a été fait par le recensement, voilà, RGPH 2022. Et les principales préfectures sont la préfecture du Kloto, la préfecture d'Amou, la préfecture de Logou, l'Est Mono, le Moyen Mono, le Haro, la Kébou, le Kpélé et l'Agou. Donc, mes connaissances dans ces différentes localités, le Kloto, comme je l'ai dit, de Avetomou jusqu'à la lisière de Kpélé, et qui est le dernier village de la région des préfectures de Kpélé, qui est rallié à la préfecture de Kloto, et jusqu'au dernier village qui commence par Amou, j'ai parcouru, du moins tous les petits villages qui longent la route, je les ai parcourus. Et préfecture de l'Amou, c'est Amlamé, et j'ai eu l'occasion de vivre également à Blita et tout. Ogou, Atakpamé, c'est le centre, j'y étais souvent. Est Mono, c'est Elabagnon, je n'ai pas trop résidé là-bas. Mais Moyen Mono, c'est ma préfecture d'origine. Et voilà quoi. Et le Raro, c'est toujours dans la même préfecture. À Kébou, je l'ai dit, j'ai commencé mon école primaire là-bas. Et aussi à Gou, qui est naturellement juste à l'entrée de la préfecture de Kloto. Donc les plateaux concentrent une forte diversité ethnique et linguistique. C'est dans le plateau qu'on trouve autant les Ébé, les Mina, autant les Kabiens que les Kotokoli, autant les Ifè et que les Adja. Donc il y a une forte diversité ethnique. Une agriculture de rente stratégique parce que c'est dans la zone et dans le plateau qu'on trouve le café, le cacao et tout ça. Et puis, c'est là également qu'il y a des axes routiers majeurs. Je sais qu'aujourd'hui, ils ont réussi à tracer la route Lomé-Palimé et de Palimé à Atakpamé en passant par le Kpélé, en passant par Amlamé jusqu'à arriver avec des postes de péage, je crois, sur la voie. Et puis, c'est le milieu qui concentre également des indices miniers et forestiers. Nous allons revenir là-dessus. Et une jeunesse dynamique et nombreuse. Nous allons dans notre cartographie, aller par préfecture. La préfecture de Kloto. Je discutais dans la préparation de cette masterclass avec certaines personnalités influentes de la localité. Et on dit que la préfecture du Kloto, bon, on appelle Kloto et puis Grand Kloto, a créé, a facilité la création et la naissance de monstrueux partis RPT. Donc, c'est la préfecture de Kloto qui a consacré la naissance du monstre RPT. N'oublions pas du tout la préhistoire du 30 août 69. Voilà, comme le dit l'ancien hymne national des Gnassingbé du RPT ou du Togo. Le 30 août 1969, il y avait eu, voilà, la création solennelle du rassemblement du peuple togolais, qui était le creuset national, où tous les Togolais devraient se retrouver. Et malheureusement, de 69 en 2020, c'est le même parti, non pas 2020, je crois que c'est en 2025 ou bien 24, 25,
cette même préfecture qui est venue changer de constitution et consacrer encore le fait d'attribuer au Gnassingbé une autre forme de domination par le pouvoir politique à travers la 5e constitution, la 5e république. Parce que la 5e république a été incarnée par Madame Tchegan Yawa Djidori, qui se trouve également être de la préfecture de Kloto. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a des personnes de localité à indexer comme ayant fabriqué le monstre RPT, transformé en UNIR, et aujourd'hui, nous ayons amené dans la 5e République, c'est le Kloto ou le Grand Kloto. Et pour effectuer la mutation entre le RPT et UNIR, c'est toujours la région des plateaux qui a été consacrée. Parce que les réunions préparatoires pour la création de UNIR ont eu lieu pour la plupart à Atakpamé, dans la préfecture de Logou. Donc, dans la préfecture de Kloto, nous avons des localités comme Palimé, les Agome-Temegbe, les Agome-Yo et tout ça là, les Pime, les Tove, les Kumakonda, les Padape, les Yokole, les Kuma. Il y a plusieurs Kuma. Je suis allé déjà sur la montagne de Kumakonda, Kumabala, qui constituent des zones. Et aussi, bon, la préfecture d'Agou qui a été détachée, tout simplement parce que la mère du président, je crois, est d'Agou. Donc, il faudrait mettre une préfecture là-bas. Et c'est une préfecture stratégique, nous allons revenir de là-dessus, parce que c'est là que se trouve le centre d'information du Togo. Sur la montagne du pic d'Agou, et c'est là qu'il y a l'antenne de transmission des radios et télévisions, et c'est là également qu'on a mis l'antenne stratégique et satellitaire pour permettre de faire les réseaux de communication. Donc, Agou est très stratégique à travers cette plateforme. Les richesses de la localité qui devraient profiter en fait aux populations, qui constituent des cultures de rente, n'ont pas été exploitées à bon escient et le pouvoir continue d'appauvrir cette population malgré l'existence de ces richesses. Je veux parler du café et du cacao, qui sont des cultures de rente historiques. Et puis, il y a l'agroforesterie, c'est de là que proviennent les planches. À l'époque, quand on faisait le travail de terrain pour la construction du jardin d'enfants, et on profitait également pour faire un peu de business, le commerce des planches, où on avait des planches et on les envoyait à Lomé pour être vendues. Et puis aussi, c'est une zone où l'artisanat est beaucoup développé, à Palimé, et aussi le tourisme de montagne avec les cascades, les circuits coloniaux et les randonnées. Nous allons parler un peu du château Vial, qui a été hérité par Maître Yaovi Agboibo jusqu'à sa mort et qui appartenait à un avocat qui s'appelait Vial et qui a légué ça à Maître Agboibo. Donc les infrastructures dans la région des plateaux, à part récemment, je crois 2019-2020, où on a tracé la nationale qui quitte Lomé pour aller à Takpamé en passant par Palimé, Adeta et les autres Amou, toutes les infrastructures périphériques sont dégradées. Il y a une faible transformation locale des produits agricoles au point où il y a des saisons où les produits nous pourrissent chez les paysans. Ils font la récolte, ils ne savent pas comment transformer, ils ne savent pas comment aller vendre ces produits, alors que c'est un milieu, une terre sur laquelle tout pousse, tout ce qu'on jette pousse. Et puis, les infrastructures sanitaires spécialisées, il n'y en a pas. Il n'y en a pas autant, parce que c'est déjà dégradé. Il y a à Agou, je crois, un centre hospitalier qui a été créé par les Allemands. Et puis, il y a Belé Chico, qui est un centre de référence. C'est aussi un centre de santé où on essaie de traiter les gens de façon vraiment très poussée. Et quand avant, il y avait même un système où si la maladie était grave, on transportait les gens aux États-Unis parce que c'est un réseau des Américains qui a créé l'hôpital de Pelé Chico. Mais cet hôpital n'est pas entretenu et travaille dans des conditions difficiles au point où
les Américains ont dû et voilà, quitter pour la plupart et puis laisser des autochtones continuer à gérer ça. Je crois que c'est une église américaine qui a pris le relais, qui est en train de gérer cet hôpital. Donc, même en infrastructure, au niveau de la santé, il n'y a pas tellement une considération de cette zone. Et le mécanisme de domination dans le Cloto. La semaine passée, le samedi dernier, ça fait une semaine ou bien 8 jours, il y a une délégation des sénateurs et des députés de la préfecture qui sont allés souhaiter, voilà, présenter les vœux aux populations. Et c'est le jour-là, je crois avoir envoyé les photos à Constitution. Il y avait Kofigo et sa délégation, et puis une dame sénatrice dont j'oublie le nom, et d'autres personnes. Ils sont allés dans la localité pour présenter. Et je le disais, la plus grande absente, c'était Tchegan Djibori. Beaucoup ont été surpris, mais pourquoi elle n'est pas venue? Parce que depuis qu'elle a été nommée commissaire de l'OTM, elle n'a plus jamais mis pied dans la localité de Pelé. Et pourtant, quand il y avait la campagne, quand il y avait plein de choses là, elle était là pour mobiliser la population, pour faire tout. Mais depuis qu'elle a été nommée à l'OTR, elle n'est plus jamais arrivée. Bon, certaines mauvaises langues disent que, en fait, elle est dépassée par l'allure, le train du travail à l'OTR, que elle ne se retrouve pas. C'est pourquoi elle est restée sur place. Bon, ça, sont des informations à confirmer. Mais l'essentiel, c'est que son absence a été constatée. Donc, à Cloto, le pouvoir exerce une domination douce. C'est-à-dire que cooptation des élites locales avec des projets vitrines sans transformation structurelle. On dit on va faire ce projet, on ne le fait pas. Et puis, une pression administrative ciblée en période électorale. Donc, le constat, c'est que la richesse produite localement ne bénéficie proportionnellement pas à la population. Et tout ce qui existe comme richesse dans la localité n'est pas accessible à la population. Mais par contre, c'est un bastion des intellectuels. Intellectuels, je peux ajouter captifs, Cloto et Agou. C'est la zone où il y a le plus d'intellectuels. On aura l'occasion de revenir sur les noms. Et c'est le cœur des éveils, le berceau de la résistance, parce que naturellement, les éveils sont dans la résistance depuis l'histoire, quand on voit les luttes pour l'indépendance. Donc, la stratégie de Faure Gnassingbé dans cette région, c'est la cooptation cosmétique. On nomme des ministres issus de Palimé pour donner l'illusion d'une inclusion. Mais les budgets de développement sont bloqués, ne servent pas. Il faut regarder les infrastructures touristiques. Malgré le potentiel du Mont Agou, les routes restent impraticables pour maintenir la région dans une forme de dépendance logistique. Même pour aller sur la montagne de Pic Agou, mais il faut voir comment il faut conduire avec beaucoup de justesse. Je suis allé, je crois, en 2020, mais il faut conduire sur une route où deux voitures ne peuvent pas se dépasser. Quand une voiture arrive en sens contraire, il faut garer pour laisser la voiture passer. Alors que là-bas, c'est une zone montagneuse avec un climat très généreux, très clément, et avec des structures, avec des fruits, avec un paysage qui interpelle, qui invite les touristes. Mais on n'a jamais réussi à développer, tout simplement parce que on a semblé créer un petit camp militaire là-bas, à cause de la radio, de la station radio et du système satellitaire. Donc, quand on laisse là et que des envahisseurs, bien certains viennent prendre le contrôle de ce système radio, ça veut dire que les radios, les télévisions du Togo ne marcheront plus et le pouvoir va tomber. Donc, ils ont militarisé également cette zone. Il y a le clivage. Il y a l'opposition entre l'élite éduquée, urbaine, et les chefs de village harcelés par l'administration. C'est l'élite qui commande les chefs de village. Et vous allez voir comment un ministre qui revient dans la localité à Palimé est obligé d'inviter les chefs de village qui viennent, des chefs cantons qui viennent faire courbette. Alors que c'est normalement le sens contraire. Ce sont les chefs qui doivent rester dans leur royaume, dans leur chefferie et accueillir des ministres qui viendront peut-être leur rendre compte, leur dire ce qu'ils veulent exactement pour le développement de la localité. Donc, la stratégie de Faure, c'est coopter des gens et permettre de pouvoir les contrôler. Après la préfecture de Cloto, en passant par les Pelé, et pour ceux qui connaissent la localité, quand on quitte Talimé,
Le premier village, bon, c'est le Timé avec la cascade. Après, on arrive à Lavier. C'est à Lavier que Cheikh Adebayor a construit un peu, voilà, un centre sportif avec un terrain de piscine, un terrain de tennis, une piscine avec des structures que les gens vont visiter, qui aujourd'hui aussi est en lambeaux parce que j'ai eu l'occasion de visiter cette localité. Bon, ça fait déjà 5 ans et ce n'était pas entretenu, ce n'était pas aussi ce qui pouvait inspirer les gens pour faire du tourisme dans cette gîte ou cette localité stratégique de Cheikh Adebayor. Donc, dans la préfecture de l'Amou, c'est une préfecture qui est fortement associée aux populations Akposso. Ce sont les Akposso qui sont là-bas avec une diversité interne importante. Il y a des cantons de Ouma, à la Mamlamé, à Moublo, Sodo, qui vient juste après Pelé, parce que quand on quitte, c'est des villages qui sont tellement rapprochés. Parce que quand vous quittez Adeta, qui est le chef-lieu de la préfecture de Pelé, vous arrivez à Goudévé, où il y a le commissariat. Oui. Alors, c'est ce qu'à ce moment-ci, on peut demander aux panélistes de taguer Adebayor, parce que s'il a pu investir dans ce milieu-là et que cet investissement important aujourd'hui est en lambeaux, peut-être c'est l'occasion de lui faire un appel et parce qu'une infrastructure sportive est quand même quelque chose d'important pour la jeunesse et si c'est tombé en lambeaux, c'est peut-être le moment de le taguer. Je sais qu'il fait des live TikTok aussi et qu'on puisse peut-être l'inviter à nous expliquer qu'est-ce qui se passe et pourquoi cet investissement est tombé en lambeaux. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que ce joyau puisse servir à la communauté parce que c'est quand même quelque chose de louable qu'il a pu faire cet investissement et que si ça tombe aussi en lambeaux et que rien ne se fait, c'est un gâchis. Et ce gâchis-là, il est là aujourd'hui, il intervient sur beaucoup de plans. Et peut-être c'est l'occasion de le taguer, de l'appeler à résoudre ce problème, ou en tout cas l'inviter sur la plateforme de Pyramide sur le sujet. C'est tout en évoluant, on pourrait peut-être comme ça lancer des appels à résoudre des problèmes concrètement, si ça pouvait aider la population du milieu ou la diaspora de ce milieu-là de pouvoir sauver cette infrastructure, parce que c'est toujours quelque chose quand même qui fait avancer la cause des populations. Justement, moi, je n'ai pas compris pourquoi ce joyau a été abandonné. Je ne sais pas si, entre-temps, il est retourné remettre les choses dans de bonnes conditions. Mais quand moi, je suis allé, il y avait des plantes grimpantes qui ont envahi les grillages du terrain de la cour du court de tennis. Et puis, quand tu rentres dans l'enceinte, la piscine et avait déjà des algues qui planaient sur la piscine. Il y a un apatame qui est là, qui était mal entretenu. Il y a des herbes qui ont poussé partout. J'ai pris des photos et puis j'ai eu la chance d'avoir un guide qui m'a introduit discrètement et qui m'a permis de faire cette découverte décevante. J'ai été déçu et je me suis dit, mais pourquoi il peut avoir investi autant? Où je me souviens, il a amené même des joueurs de l'international venir et rester dans cette localité et puis vivre la vie de la campagne avec le climat, avec la forêt, avec tout ça. Mais je ne sais pas pourquoi il n'a pas pu entretenir cette localité. Donc, ce joyau, c'est l'occasion de le taguer à Adebayor Cheikh pour qu'il puisse remettre à niveau cette structure qu'il a créée, qui peut aussi créer du tourisme pour cette localité. Adebayor est une légende pour le Togo, pour le football togolais. Et s'il crée des œuvres sociales, qui est très appréciable, c'est peut-être l'occasion de l'inviter à maintenir ces œuvres-là, ces infrastructures. Et puis bon, voilà, à échanger avec lui pour voir qu'est-ce que la diaspora peut faire pour faire avancer cette cause-là. Merci. Merci beaucoup, Thierry. J'espère qu'il a l'écoute. Si ce n'est pas l'écoute, des gens ils vont lui rapporter et pour qu'il puisse voilà, agir pour aider au développement du Togo
et pour que cela puisse permettre à résoudre un certain nombre de problèmes dans ces différentes localités. Donc, je parlais de Lavier, et c'est des villages, et quand l'expérience que moi j'ai eue à travers ces villages, c'est que les villages sont séparés peut-être sur 2 à 3 kilomètres. Quand tu quittes Adeta, tu fais 2 kilomètres, tu tombes sur Goudévé, tu fais 3 kilomètres, tu tombes sur Pelé Akata, tu fais 3 kilomètres, tu tombes sur Bémé, tu fais 3 kilomètres, tu tombes sur Pelé Dafor chez Kofigo, tu fais 3 kilomètres, tu tombes sur Pelé Agave chez Tchegan, tu fais 1 kilomètre, tu tombes sur Goudévé Agave, tu fais 1 kilomètre, tu tombes Pelé Agoté, tu fais 1 kilomètre, tu tombes Pelé Adbamo, et tu fais encore 1 kilomètre, tu vas appeler Elé, et après 2 kilomètres, tu tombes sur Sodo, qui est la frontière entre les Pelé et puis la préfecture d'Amou. Et dans toutes ces localités, ce que aussi j'ai remarqué, c'est qu'il y a une présence effective de l'église évangélique, de l'église catholique aussi, mais sur les tronçons, au bord de chaque route, il y a systématiquement une église catholique. Donc c'est une zone qui a été dominée par la religion, et avec les Allemands qui étaient venus avec la Bible traduite en hébreu, et c'est ce qui a fait qu'il y avait un lien entre la religion et la politique au niveau du nationalisme qui avait été développé avant l'assassinat de Sylvanus Olympio. Comment le pouvoir exerce la domination sur la préfecture de Lamou? Parce que nous en étions à Lamou. La domination s'exerce par l'attribution sélective de certains postes. Parce que Amou, vous savez, la mère de Menasimbe, qui se trouve être le fils de Nyassimbe Yadeba, le petit frère de Fort Nyassimbe, est Dame Lamé. Je crois que c'est les OCI. C'est une famille dominante. Il y a les OCI, et puis dans la préfecture d'Amou, il y a aussi, c'est là où il y a les Iou, c'est là où il y a les OCI, et puis il y a dans la zone de Badou, il y a beaucoup de cadres là-bas. Donc, la localité, quand vous allez, moi je suis allé aussi là-bas en 2020 encore, je me souviens, quand vous y allez, de toutes les infrastructures qui existaient, c'est le domicile de la mère qui est la structure influente, la structure qui s'impose, le domicile de la mère de Menasimbe. Tout le reste, et même le marché, il y avait encore des apatames avec des branches de palmiers et qui étaient le marché. Ça, c'est une préfecture. Je ne sais pas si entre-temps, ils ont construit un marché pour changer la donne. Donc, voilà pour cette préfecture. Mais la préfecture de l'Amou, dans la configuration géomilitaire, c'est une frontière poreuse avec le Ghana. Donc, il y a une présence accrue des détachements militaires sous prétexte de lutte contre la contrebande, mais aussi servant à surveiller les mouvements de l'opposition. Ben, ça part de la bande de Talimé, en passant par Dani, et arriver à Pelé à Sodo, jusqu'à arriver dans la Mlamé. Donc, cette bande qui est fait frontière avec le Ghana est systématiquement militarisée. Je rappelle également que la préfecture de Dani, c'est une grande préfecture qui est très riche et qui doit être une préfecture à mettre en valeur par rapport à son climat, par rapport à ses ressources et par rapport à ses produits. Mais quand il y a des funérailles souvent à Dani et qu'on veut arriver à Adeta, sous la montagne appelée Chico, on est obligé, parfois, pour les conducteurs, de laisser leur volant aux chauffeurs conducteurs locaux qui sont spécialisés dans la conduite sur la montagne. Sinon, si tu n'as jamais conduit sur cette montagne, tu risques de tomber dans les ravins. Donc, il y a des chauffeurs spécialisés qui sont là, qui attendent, on les paye pour prendre le volant, conduire les gens jusque là et puis revenir avec ces personnes pour de l'argent. Alors qu'ils doivent avoir des moyens de tracer des routes systématiques pour aller jusqu'à cette zone, pour désenclaver une zone qui est très riche en produits agricoles. Oui, Carlos, ben, je trouve que tu es très, comment dirais-je, très light, très sur cette question. Mais c'est un scandale. C'est un scandale depuis Adeta, quand tu veux aller à Daï, mais la route n'existe même plus, ça date du temps colonial.
c'est tellement cassé que c'est pas possible. C'est-à-dire que il n'y a pas de route. Alors que les ravins sont là. Mais je ne sais pas comment ces chauffeurs arrivent à conduire. J'étais là, j'étais tétanisé, scandalisé. Il n'y a même pas de barrière. C'est-à-dire que c'est une plongée dans le ravin, quoi, en direct. Et il y a des trous. Mais la route est tellement très petite, ça serpente comme un sentier. Mais c'est pas possible. C'est-à-dire, Avec des ravins à gauche et à droite. C'est-à-dire que la route est tellement serpentée que quand tu fais une petite erreur, tu tombes exactement. Oui. Ben, moi, je revenais du Canada, et puis il y avait après 10 ans ici, j'étais là, mais j'étais scandalisé. J'ai dit, mais c'est pas possible ça. Et les gens roulent là-dessus, les gens vont à gauche, à droite, la voiture se bloque, et puis une autre voiture arrive en sens contraire, alors qu'il n'y a qu'une seule route, une seule voie, et il y a des ravins partout. Je ne comprends pas pourquoi les ressortissants de ce milieu-là ne se sont pas révoltés, alors qu'on nous dit que Kofigo vient de là. On nous dit que Tchegan vient de là. On nous dit que Voulé Frititi vient de là. Mais c'est pas possible. Kokoroko vient de là. Mais non, mais il y a quelque chose, il marche sur la tête ou quoi? Au moins qu'il y ait des routes quand même pour aller dans ces villages. C'est quoi l'intérêt d'être accroché au RPT, de soutenir ce régime et d'avoir les conditions d'infrastructure aussi lamentables pour ces régions. Parce que quand il n'y a pas de route, en cas de nécessité, il n'y a pas de route, il n'y a pas de route pour amener les malades à l'hôpital. Il n'y a pas on ne peut pas les déplacer. Donc quand tu es malade, ça veut dire que c'est ta mort qui est assurée. Donc ça veut dire que ça met en danger la population. C'est une région agricole. Les femmes qui sont essentiellement celles qui vont dans ces milieux pour transformer des fruits ou des produits agricoles ne peuvent même pas se déplacer parce qu'il n'y a pas de route. Donc ça fait pourrir tous les fruits, etc. Donc il y a une révolte. Il y a une révolte, une indignation à avoir parce qu'on ne peut pas avoir des cadres de ce milieu qui sont les piliers du régime tout en avoir ce système de pauvreté, de clochardisation du milieu. J'invite les Togolais à aller dans ces régions, à découvrir la réalité. Mais c'est pas possible. C'est pas tout simplement pas possible. Alors quand tu le décris là, je pense que tu as été très... Je suis un peu trop généreux sur les termes. Parce que moi, j'ai eu peur pour ma vie. Moi, j'étais scandalisé, j'étais tétanisé. Tu vois, il y a 2 lieux au Togo comme ça, c'est pas possible. Il y a eu la région de Daï avec la montagne là, et puis je crois qu'il y a eu la région de Pewa. C'est les 2 régions où j'ai... Ouais, à un moment donné, je me suis posé des questions ici aussi à Kanté. Il y a eu des régions comme ça, je me suis posé la question si je suis dans mon propre pays ou je suis dans c'est-à-dire un pays lunaire, quoi. Mais donc, la réalité, il faudrait qu'on en parle. Il faudrait que les cas de ce milieu-là se réveillent. Il faudrait que la jeunesse, la diaspora, bouge parce qu'on ne peut pas soutenir ce régime comme Tchegan l'a fait, comme Kokoroko le fait, comme Kofigo le fait, jusqu'à devenir sénateur, sans même... Les Agbobli sont de là, sont d'Adeta. Agbobli qui a été Mouril et les autres, ils sont de là. Il y a aussi l'ancien ministre Adoboli. Il est un peu dans les montagnes de d'Aï, du côté de la frontière, où avant même d'être Premier ministre, ou bien quand il était Premier ministre, il a construit une villa qui est restée dans la brousse. Et c'est à sa mort qu'on a cherché à voir si on peut l'enterrer là-bas ou on ne peut pas l'enterrer, je ne sais pas. Ce qui s'est passé entre temps, il y avait des problèmes autour de son enterrement. Donc, il y a eu, ça fait 2 premiers ministres qu'on a dans cette localité. Et au-delà de tout, tenez-vous bien, est-ce que vous savez, celui qui a été élu comme député à Daï, dans cette préfecture, c'est Abbas Kaboua, qui a été élu député à Daï. Abbas Kaboua. Donc, vous voyez comment il y a une véritable chienlit, c'est de la pagaille organisée que de gérer ces préfectures qui sont juste ce qu'on peut appeler un bétail électoral. On les sollicite quand on a besoin qu'ils votent pour les élections et après on les abandonne. La preuve, Abbas Kaboul à l'époque, quand il était député, il était à Lomé, il y avait eu des scandales où on l'accusait, il disait qu'il a acheté une voiture à la
la préfecture, il a fait ceci, il ne va plus leur donner de l'argent parce qu'on l'a insulté et tout. Donc, il y a eu ce problème. Donc, au niveau de la préfecture de Lamou, le café, le cacao est une manne captée par des réseaux proches du pouvoir. Le café, le cacao est une manne qui est captée par les réseaux proches du pouvoir. Donc, le paysan de Lamou produit la richesse, mais c'est l'élite de Lomé qui fixe le prix via des structures opaques. Le paysan d'Amou, Amlamé et tout ça là, eux, ils sont dans la culture du café et du cacao. Mais les prix sont fixés par des gens qui viennent prendre et puis voilà. Et ils ne se retrouvent avec rien. Donc ça, c'est aussi un scandale où ces cultures de rente peuvent être valorisées, mais ne sont pas valorisées à leur juste valeur. Donc voilà un peu comment le pouvoir essaie d'asphyxier et de déshumaniser les populations qui travaillent dur. Et ces gens sont obligés de voter, d'être soumis et d'abord par l'administration des chefferies, qui est très inféodée au pouvoir politique au RPT Unir, et par les autorités qui viennent distribuer des miettes et pour des campagnes électorales, et aussi par des élus, où on a eu à mettre en place une forte communauté dans cette localité, une communauté kabyé, comme nous l'avons toujours dit, dans toutes les régions, pour essayer de créer une certaine domination. Et c'est dans cette préfecture, la préfecture de Pelé, à Bodje, et quand on prend la transversale en allant vers Moitié, parce que quand on arrive à Adeta, il y a une voie de brousse qui quitte Adeta pour aller à Noché, c'est pour rallier Noché, je crois que c'est 9 km, là, qui a eu une révolte contre les Kabyés dans les années 90, quand il y avait eu la démocratie. Il y a eu des massacres. On a dit, tous les Kabyés n'ont qu'à rentrer chez eux parce qu'ils avaient pris des terres, ils cultivaient des terres, et certains sont devenus des propriétaires des terres, mais les populations de la localité attendaient tout simplement qu'il y ait une étincelle, il y ait un déclic pour se venger des Kabyés. Alors que c'est contre le pouvoir qu'on est en train de faire cette vengeance, on règle le compte au pouvoir politique, mais les Kabyés sont des victimes expiatoires, sont des victimes collatérales. Donc voilà un peu comment le pouvoir politique met en danger sa propre ethnie, sa propre communauté, tout simplement parce que ils ont réussi à dominer tout le Togo et créer des frustrations un peu partout. À Akebu, là où j'ai commencé le jardin d'enfants, à Kounou, ça c'est un drame. C'est un drame. Parce que cette population est l'équivalent des populations de la Bina, oubliées, traitées comme une réserve électorale où on distribue de temps en temps des pagnes, de l'huile, du riz pour continuer à les dominer, mais totalement oubliées. Et curieusement, c'est eux qui sont les plus fanatiques, c'est eux qui supportent le pouvoir avec beaucoup de zèle. Il y avait même à l'époque à Kounou, qui est composé d'un certain nombre de villages, Serek Béné, Broufou, et tout ça là. Il y avait à l'époque des chansons qu'on entonnait en public qui laissaient dire que Dieu n'a qu'à protéger Eyadema, que Eyadema est un Dieu pour eux. Que le jour où il disparaîtrait, c'est que ils sont foutus, ils deviennent orphelins, ils n'existeraient plus. Ça, c'est les populations d'Akebu. Et c'est la seule localité où on parle une langue unique, l'Akebu. Ils sont à Kounou. Je me souviens, ils disaient Eyadema la lome, Teworako Kulapadio, Kechi Voro, Nia Kalakakpa, Walakani. Ça, c'est l'Akebu. Donc, il disait que le jour où Eyadema va mourir, c'est qu'ils vont tomber dans la souffrance, ils vont devenir orphelins. Mais Eyadema est mort, mais rien ne s'est passé. Fort a repris le contrôle. Donc, c'est l'une des localités les plus sinistrées, abandonnées, qu'on essaie d'inviter tout simplement parce qu'on a envie voilà, de les faire voter. Préfecture de Logou, Atakpamé, chef-lieu, stratégique. Ogou est un foyer important des Ana, des Ifè, avec une forte mixité régionale. Il y a des quartiers comme Nyanya, il y a des villages comme Dacha, il y a Pare, il y a Glei, il y a Djama, il y a Untivu, il y a Katore, qui sont composés aussi des populations Adja, parce qu'ils font frontière un peu avec le Bénin, avec le barrage de Nabetou. Vous imaginez,
Le barrage de Nagbeto est dans la préfecture de Logou. Et il y a des pannes d'électricité récurrentes dans la localité. Normalement, quand une structure est abritée par une région donnée, la population, les riverains profitent d'abord avant les autres. Mais on a tellement fait les choses que la population de toute cette localité, de la préfecture d'Agou, ne bénéficie pas des biens de ce barrage de Nagbeto qui produit de l'électricité. Et c'est un scandale que la ville qui abrite le barrage est plongée dans l'obscurité, tout simplement parce qu'il n'y a pas de courant. C'est un scandale. Donc, Atakpamé est la capitale régionale des plateaux, c'est le nœud routier, c'est le centre administratif et le hub commercial. C'est une localité qui est réputée pour les transports et puis le commerce, et aussi il y a des indices miniers comme les chromites qui sont recensés dans cette zone. Logou est un verrou administratif parce que Logou contrôle les nominations et c'est un encadrement sécurité des mobilisations, une centralisation des décisions. Je le disais tantôt que quand on a voulu transformer RPT à unir les réunions préparatoires pour mettre sur place et unir ont été faites à Atakpamé. Parce que Atakpamé était le centre où on a mis des militaires pour continuer à dominer. Le cas de Major Kouloum, le très célèbre Major Kouloum, qui est Kabyais et qui est venu s'installer et qui est devenu le tout-puissant, au point où dans toute la localité, pour mener une action politique, il faut demander la permission de Major Kouloum. Et curieusement, c'est vrai que c'est le nœud stratégique. Parce que si Atakpamé bascule, qui se trouve être un peu avant le centre, comme on l'a dit pour Sokoré, Lomé est coupé du nord. C'est pourquoi quand il y a des manifestations, quand ça déclenche à Atakpamé, manifestation politique pour une raison ou une autre, le pouvoir fait descendre automatiquement des militaires de Témédia, du camp Témédia, pour venir faire la répression, pour empêcher que le pays se coupe en deux. Donc c'est une zone qui est très 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 surveillée. Le régime y a implanté, comme je le disais, des colonies de peuplement kabyais depuis les années 70 pour diluer le vote autochtone des Ifè, des Ewe et des Adja. Parce que vous savez que Atakpamé, c'est la localité qui vient après Noche. Donc sur toute la zone, il y a des peuples qu'on appelle des allogènes qui sont venus s'installer, qui ne sont ni autochtones ni étrangers, mais qui se sont installés. C'est eux qu'on appelle les allogènes. Et depuis 1970, le régime a réussi à implanter une forte colonie kabyais pour diluer le vote des autochtones qui étaient plutôt penchés vers l'opposition. En 2005, vous vous rappelez encore, Logou ou Atakpamé a enregistré l'un des taux de répression les plus élevés, estimé à plus de 200 morts. Ça, c'est officiel. Mais officieusement, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup d'exilés, il y a eu des disparitions pour cette zone seule. Donc, vous imaginez la terreur qu'il y a eu dans cette localité sous le règne de Major Kouloum, qui est mort tranquillement, qui est passé inaperçu et qui n'a jamais répondu de ses actes de barbarie, de tuerie, de meurtre politique qu'il a organisé dans la localité. Donc, UNIR utilise dans cette localité, dans la Gou, des grands propriétaires terriens liés au parti UNIR pour menacer les paysans d'expulsion s'ils votent mal. C'est ce qui se passe par exemple à Gli, où il y a de vastes terres agricoles, et s'il y a problème là-bas, les gens sont obligés de venir à Atakpamé. Et les juges, et les préfets, et il y a maire et tout ça là, eux, ils sont dans une logique où quand tu n'es pas du parti au pouvoir, c'est que tu ne peux pas prospérer. Le maître d'œuvre, aujourd'hui, la personne la plus influente, c'est Yawa Tchegan, c'est elle qui est la superstar de la localité. Donc, tout passe par elle. Si quelqu'un s'oppose à elle, la personne est neutralisée. Et on a connu récemment le cas de quelqu'un qui était de la localité, qui a voulu faire front avec la dame Tchegan. Il a disparu du circuit. Et l'ancien ministre de la communication, Ayewadan est de la localité
Et quand il a été nommé ministre de la Communication, alors que l'autre était à la présidence, Yawa Tchegran, Yawa Kuigra, et qui est revenu maintenant maire de la ville d'Atakpamé. Et Ayoada, qui était ministre, a voulu faire son petit, voilà, comme malin avec la dame. Mais quand on l'a sauté du ministère, on ne sait plus où il est maintenant. Il a complètement disparu. Alors que c'était les jeunes qui étaient les amis de Kokoroko et qui avaient le vent en poupe sous la nouvelle gouvernance avec Victor Doumbé qui avait été nommé Premier ministre. Donc c'était les premiers ministres du gouvernement Doumbé. Mais parce que tu n'obéis pas à la patronne, celle que le président a consacrée comme pour veiller sur toute la localité, tu lui désobéis, alors tu disparais du circuit. Donc c'est comme ça, le système est organisé et Atakpamé, c'est un hub commercial majeur, mais sous-exploité par peur de l'autonomie financière des populations. Le pouvoir togolais a toujours utilisé cette stratégie. C'est-à-dire que quand vous êtes sous-exploité, quand on vous domine, quand vous n'avez pas les moyens de survivre dignement ou bien de vivre dignement, là, vous ne pouvez pas avoir les moyens de continuer à vous soustraire de la domination. Donc, il faut vous affamer, il faut vous asphyxier pour que vous soyez obligés d'être des mendiants et rester fidèles au système. Et c'est ce que le pouvoir également a fait, parce que la pauvreté est endémique dans la localité. À quelques kilomètres, 9 kilomètres d'Atakpamé, il y a Anié. Anié qui est une zone commerciale de forte influence, mais quand vous voyez Anié, c'est comme un village, on ne dirait même pas une préfecture. C'est un village avec les marchés qui sont des appartements en branches de palmiers, quoi. C'est-à-dire que ce n'est même pas des petits bâtiments qu'on a construits. Donc c'est ça la réalité, le scandale qui se passe au niveau de cette préfecture. À côté de la préfecture de Logou, il y a la préfecture de l'Est Mono qui a pour chef-lieu Elavagnon. Et vous n'êtes pas sans savoir que le gouverneur de la région des plateaux, c'est un général. Je crois que c'est Manganawe. Et pour continuer à maintenir la force militaire, la dominance militaire et l'influence militaire, la colonisation militaire sur la région des plateaux. Et Elavagnon, c'est une préfecture frontalière avec le Bénin, et qui est une forte zone de circulation et d'échange. Il y a des cantons comme Elavagnon, Nyamasila, Moretan, Pessi, Kamina, et Badenkope, etc. Et cette localité qui est située sur la montagne bénéficie aussi d'un climat très clément et avec des productions comme le café, le cacao, les échanges transfrontaliers et aussi les forêts. Là-bas, c'est le prétexte sécuritaire permanent qui est organisé. Parce que situé sur la montagne et à la frontière, c'est doublement stratégique pour éviter l'entrée des contrebandiers, peut-être politiques, qui pourront venir influencer le système. Donc, on a mis également en place un système militaire très, très, très organisé, huilé. Et il y a aussi une tolérance sélective de l'informel. Quand tu veux faire l'informel, tu dois appartenir au pouvoir systématiquement dans toutes ces localités. Et il y a un faible investissement public structurant. Quand vous allez à Elavagnon, vous ne direz pas que c'est une préfecture. Je crois que c'est Biteniwe, ancien tortionnaire des Adema, qui est le préfet actuellement là-bas. Bon, je ne sais pas si on l'a changé. Donc lui, il a été imposé tout simplement parce qu'il est militaire, c'est lui qui doit pouvoir dominer la population. Je crois que c'est dans cette zone que le parti dont on a parlé la dernière fois, le nouvel engagement togolais, et Jerry Tama, a organisé, a été élu. Et c'est là également que se trouvait le ministre Jimon Oré, qui, par peut-être trop d'outrecuidance, a dû se faire arrêter parce qu'il a considéré que le pouvoir togolais est un pouvoir nazi. Cela l'a coûté 3 ans de prison, je crois, avant de s'en sortir et de disparaître aujourd'hui. Il avait créé, je me souviens, le mouvement Tchobwe avec Nicodème Rabia, et puis un autre aussi, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Et aujourd'hui, ils ont... Donc, voilà pour
cette préfecture de l'Est Mono, qui est autant abandonnée, encore plus abandonnée que beaucoup d'autres localités, alors qu'ils ont du potentiel pour pouvoir développer. Quand on quitte l'Est Mono, la préfecture du Moyen Mono, chef-lieu, c'est Tomou. Ça, c'est le berceau de la communauté Ewe, Adja Ewe. C'est à partir de Tado qu'il y a eu une certaine évolution de la communauté Ewe pour s'installer à Noché avec les affres et la terreur de Agokoli avant que la communauté ne soit répandue partout pour aller à Tabibo, à Tchévier et partout dans toutes les localités. Donc, c'est le plus grand scandale qui se trouve être le village de Tado, parce que c'est ma localité d'origine. Le village de Tado qui n'a aucune infrastructure moderne. Aucune, je dis bien aucune. On dirait c'est la localité la plus sinistrée qui devrait être une localité mise en valeur en raison, en fait, du fait que c'est de là que la diaspora est sortie. Mais on n'a jamais pu réussir à même tracer une voie qui quitte Tom pour aller à Tado. Alors qu'il y a des autorités, il y a des ministres sodokains, et ils se revendiquent de la localité. Kwaku Tonsou a été ministre d'Yadima pendant plusieurs années, il était de la localité. Il y a certains qui sont aujourd'hui encore conseillers spéciaux à la présidence. Mais pour aller dans leur localité, c'est la croix et la bannière. Pour organiser des élections, certains candidats de cette localité qui sont très influents, qui ont de l'argent, sont obligés de louer des hôtels pour faire campagne. Et après, ils repartent sur la poignée des pieds. Donc, dans cette préfecture-là également, il y a beaucoup la culture du coton qui est développée. Il y a les villages comme Toum, qui est la capitale, qui est frontalière à Azové du Bénin. Et il y a Tado, il y a Pekleme, il y a Salibé, il y a Assome, il y a Katome, il y a dans les Huy, etc., etc. Il y a beaucoup de localités là-bas. Et puis, ils vivent aussi de la culture vivrière et c'est un transit routier important. Vous imaginez que si on réussit, c'est vrai qu'aujourd'hui, la route entre Toum et Noché a été tracée, et bien faite d'ailleurs, mais si on arrive à faciliter le transport ou le trafic de Azové pour aller à Noché, ça fait un grand raccourci qui est un cordon transfrontalier qui quitte le Bénin pour aller à Noché et continuer sur la nationale numéro 1. Mais là également, on a mis des cordons militaires et sécuritaires tellement importants, tout simplement parce que c'est aussi situé à la frontière. On risque, encore une fois, peut-être de voir que c'est de l'extérieur que viennent les attaques. Donc, il faut sécuriser au maximum. Et là également, le préfet, je crois il totalise déjà près de 30 ans en tant que préfet de la localité, le colonel Diato, c'est un colonel de l'armée, au point où il est même plus intégré que les autochtones. Il parle mieux Adja que moi. Il est de Bassar, le colonel Diato. Il parle mieux Adja que moi. Il connaît les coutumes. C'est lui qui gère les questions en tant que préfet. C'est lui qui gère les terres. C'est lui qui gère les questions administratives de toutes les administrations. C'est lui qui organise les élections. C'est lui qui positionne les candidats. Donc, il est tout puissant et il surveille la zone. Voilà comment on l'a imposé aussi pour continuer à maintenir. Et dans la domination, parce qu'on a toujours parlé du système de domination, il y a l'absence de transformation économique et la population est maintenue dans la précarité la plus absolue. La précarité la plus absolue. Donc, le couloir de la transhumance, géoethnie, les Adja et les Ébé, le pouvoir exerce les conflits, exacerbe les conflits entre les agriculteurs locaux et les éleveurs nomades. Parce qu'il se pose un problème de transhumance et de conflits récurrents entre les populations qui ont des terres et les éleveurs nomades. Alors que ces éleveurs nomades élèvent pour la plupart du bétail, des bœufs, de certaines autorités politiques. Donc, quand les bœufs vont ravager les champs, et le problème est porté devant les autorités de la gendarmerie, mais il suffit que
le propriétaire de ce bétail-là appelle pour dire que non, c'est mon bétail, il faut laisser tomber. Et là, les populations sont victimes et les cultures sont détruites. Et ça donne des grades aux peuples nomades qui exercent la violence parfois abattent à coups de feu, de feu ou de couteaux, de machettes, abattent ces populations et les autochtones. Donc ça crée un problème récurrent et le pouvoir exacerbe ces conflits entre agriculteurs locaux et éleveurs nomades en se positionnant comme protecteur des éleveurs, souvent liés aux officiers de l'armée, et le régime crée un climat d'insécurité permanente. Cela existe jusqu'à Asrama, et je vais parler tout de suite d'Asrama parce que c'est lié également à la préfecture du Garo. Donc Moitié, c'est la cité historique, est maintenue sous pression pour que le symbolique de l'unité EV ne se transforme en force de frappe politique unifiée. Parce que si on crée une situation pour que tous les peuples de la diaspora EV qui ont quitté Notier pour s'installer à Tchévier, à Tablibo, à Couvé et à Vaughan et tout ça là, si ceux-là ils se reconnaissent comme membres du creuset qui se trouve être Notier, s'ils se réunissent, ils vont avoir la même façon de réfléchir, la même idéologie. Donc le pouvoir crée la division pour que ils ne puissent pas se retrouver malgré le fait que c'est la cité historique. Donc, cette cité est maintenue sous pression pour que le symbolique de l'unité ne se transforme en force de frappe politique unifiée. Et qui a été mis à la manœuvre là-bas, c'est Komi Klassou. Komi Klassou, à Notier, qui est normalement Dagou. Son père est Dagou. Donc, il est naturellement Dagou. Mais il est venu s'installer parce que sa mère est de Notier. Il est venu s'installer à Notier et il jouit de Notier. C'est Notier qui l'a fait député, c'est Notier qui l'a fait toujours ministre depuis les années d'Yadema. C'est Notier qui aujourd'hui l'a fait président de l'Assemblée à plusieurs reprises et c'est au nom du Notier qu'il organise tout ce qu'il doit faire. Donc il bénéficie pleinement parce que il réussit à avoir la même mise alors que la localité reste dans une déconfiture totale. L'école primaire qui se trouve juste en face de Kwame Klassou, de son domicile, quand vous allez, c'est toujours sous des manguiers que les élèves étudient. Voilà un peu le scandale au niveau de quelqu'un qui a été Premier ministre, qui a été plusieurs fois ministre, qui a été président de l'Assemblée et qui est aujourd'hui revenu en tant que président de l'Assemblée. Donc, la comparaison qu'on peut faire dans ce sens, c'est que le budget de la peur contre le budget du développement au Togo, le budget de la dépense, oui. Oui, si tu permets que j'intervienne, voilà, Carlos vient de mettre le doigt sur le système qui nous oppresse. Quand on parle de cartographie, de l'ethnisation politique, militaire et économique, qui est comme une cage à prison du système diabolique de répression qu'on a mis sur le Togo, voilà un cas précis. On met un colonel qui depuis 30 ans gère la localité, donc un militaire, Bassar. On fait de Klassou un pilier central qui est un fils de la région et qui doit maintenir la région dans une forme de pauvreté et empêcher la conscience du peuple élevé de se retrouver comme un peuple et à développer une conscience politique contre le régime. Donc, ce n'est pas seulement quand on dit ce qu'on veut démontrer à partir de ça, c'est que quand on voit seulement le régime comme Fonya Singbe, etc., on ne voit pas l'arrière-plan de la stratégie qui oppresse le peuple togolais. On ne descend pas en granularité pour voir les rhizomes, les racines qui maintiennent le Togo sous domination. Alors, quand quelqu'un, par exemple, pense qu'il suffit seulement d'appeler les gens à sortir à Notier ou c'est quoi le nom du village où le militaire Bassar est préfet depuis 30 ans? Toum. Voilà. Si on pense tout simplement dans notre bonne foi, en pensant qu'il suffit seulement que j'aille sur les réseaux sociaux, que j'appelle Toum à sortir, évidemment que je n'aurai pas les résultats. Parce que je ne maîtrise pas l'architecture d'oppression
et de terreur du régime dans ces milieux-là. Il faudrait que je l'étudie pour mieux trouver le contre-pied, pour mieux trouver la stratégie contraire pour pouvoir desserrer le taux. Donc, en tant que stratège politique de résistance, de révolution, je dois connaître ces éléments pour mieux venir avec une arme. Mais si je ne le sais pas et que je me limite à penser que suffisamment que je fasse un appel et que les gens vont sortir contre le régime, je me trompe. C'est pourquoi nous apportons ces éléments pour nourrir le débat, pour nourrir les stratèges, pour dire que si vous voulez vraiment déraciner ce régime, voilà comment la stratégie de l'ennemi. Voilà comment il a réussi à nous aplatir les populations. Et en le sachant, vous êtes mieux outillés pour imaginer ou concevoir une contre-stratégie qui puisse être efficace. C'est ça aussi le point de ces masterclass, pour nous donner peut-être qu'on ne nous a jamais dit, on n'a jamais étudié ça, ou personne ne nous l'a révélé. Et donc, c'est des études de terrain qui permettent de ressortir ces éléments qui vont nourrir maintenant notre réflexion en termes stratégiques pour ne pas se limiter à ce que nous avons toujours fait ou pensons qu'il suffit seulement de faire quelques appels et que ces populations sortiraient sans comprendre tout le système qui est mis en place pour les terroriser, pour les avilir économiquement, politiquement et semer la terreur également. Et donc, merci pour ces éléments, surtout les cas pratiques de Classou, qui a été Premier ministre, je pense, qui est aujourd'hui celui qui est le président de l'Assemblée. L'Assemblée, oui. Et qui n'a même pas de roue dans son milieu, il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Et c'est eux qui maintiennent la 5e République. Et vous imaginez, alors, pour pouvoir sauter cette 5e République, eh bien, il faut sauter des gens, comme ces gens-là, qui sont un peu comme des piliers qui maintiennent le régime de terreur et qui font souffrir le peuple togolais. Et donc, ils doivent être identifiés comme des ennemis potentiels, comme des gens à neutraliser, et qu'il faut avoir des renseignements sur eux. Il faut commencer par rassembler des renseignements sur eux, parce qu'ils font mal au peuple. Ils sont dans le décor apparemment inoffensif, mais c'est eux qui maintiennent les soubassements du régime en termes de pression sur la population, en termes de pauvreté, en termes de misère, mais aussi en termes de faire en sorte que les populations deviennent des mendiants. Donc, si vous sortez de ce milieu en tant que jeune, en tant qu'étudiant, si vous voulez évoluer, eh bien, vous devez passer par, n'est-ce pas, les dieux Classou ou tous ces piliers-là pour avoir une chance d'évoluer dans la société. Si vous ne passez pas par eux, eh bien, vous n'avez aucune chance. Vous voyez un peu comment le système est fait. Et demain, quand ces gens-là ne veulent pas s'impliquer en politique, où ces gens-là on se demande pourquoi des Togolais ne parlent pas, ou sont dans la diaspora, ou ne veulent pas s'impliquer. C'est parce qu'il y a tout un mécanisme qui sont mis en place et qui contrôle la conscience du Togolais et qui l'amène à se soumettre à ce système-là par peur ou même par intérêt égoïste ou matériel. Voilà, je veux juste souligner cet aspect qui est un cas classique, un cas pratique de ce que nous sommes en train de démontrer en termes de cartographie de l'ethnisation politique, militaire, économique du système de terreur du régime de Gnassingbé. Oui, merci beaucoup Thierry pour ce complément et pour ajouter encore sur le cas Classou, vous savez, il est tellement puissant, il est tellement influent que à un moment donné où il devait s'éclipser pour une petite retraite, une parenthèse, parce que forçait bien le faire pour lui confier d'autres missions dans l'ombre, il a positionné sa femme. À un moment donné, sa femme était au gouvernement en attendant que lui revienne. Et après, c'est lui, comme c'est lui qui contrôle toute la zone. Et actuellement, il y a un ministre qui était ministre avant, après qui est devenu conseiller spécial à un moment donné, et après qui est revenu aujourd'hui ministre délégué chargé de la sécurité maritime, des réformes maritimes, le Tengue Edem. Tengue Edem a son... il n'est pas de Noche, son père est d'Asrama, mais comme il a toujours vécu dans le village de sa mère qui est Noche, donc il vient se positionner dans le village à Asrama comme député. Donc il a été élu député à Asrama, alors que
bon, il est naturellement du Notien. Tout comme Classou l'a fait, lui aussi, il a positionné. Et c'est ce duo magique-là qui essaie d'influencer, de parler au nom de toute la communauté de la préfecture du Raro, mais sans jamais chercher à développer. Quand vous allez, la gendarmerie de Notien, que j'ai connue quand j'étais enfant, la gendarmerie de Notien n'a jamais changé. Quand vous allez à la prison de Notien, ben vous allez croire que ben c'est une cité, bon, un local abandonné. La prison. Quand vous allez au commissariat, même chose. Rien n'a changé. Le palais de justice est resté comme ça, avec des murs dégradés et des murs salis et défigurés, comme la statue de Glaucus, comme on le dit. Donc, Notien n'a jamais réussi. Ah, il y a mon téléphone qui va se décharger. Tapotez le live, tapotez, partagez, s'il vous plaît. Le live est attaqué. Donc, si vous voulez... Ils n'ont jamais réussi à transformer le potentiel de développement, mais plutôt à toujours créer la division pour que la diaspora ne puisse pas se regrouper, se reconnaître. Et c'est pourquoi même la fête à Bobozan qu'on organise, il y a une fête à Bobozan qu'on organise à Tado, qui se trouve être le berceau, même le royaume, et puis à Notien, vous n'allez pas voir les autorités se bousculer. Normalement, Ford Yassimbe devait se déplacer, aller à une fête de Adbobozan pour couronner comme il le fait pour Evala. Mais il ne s'est jamais déplacé. Il ne veut pas donner une allure solennelle importante à cette localité, à cette fête, pour créer une certaine union des Éveillés. Entre-temps, c'était l'ancien ministre Agbeka, qui a été le président du comité d'organisation de la fête et puis de la diaspora EV et de Notien. Mais après, il y a eu des conflits avec Classou, tout ça là, où on l'a débouté. Donc voilà comment le système arrive à mettre des gens qui sont formatés dans la tête à rester fidèles et à protéger le système RPT contre, au détriment de la population. Et la population reste dans la pauvreté absolue. Et quand ils sont là, Classou, par exemple, a des problèmes fonciers avec plein de gens dans la localité parce qu'il s'accapare les terres, il les achète, et même s'il y a déjà un titre foncier, parce qu'il use de son influence pour dominer ses adversaires. Quand tu vas au tribunal, à la justice, tu ne peux pas traduire comme Classou à la justice. Mais même le juge a peur de pouvoir ouvrir le dossier. Même le président du tribunal, qui il est pour dire engager une action contre Komi Classou. Donc c'est ça la réalité, et les gens sont obligés de rester dans ce silence de terreur-là, tout simplement parce que un système politique a réussi à injecter des gens qui continuent de traumatiser la population. C'est pourquoi à un moment donné, quand les gens sont mobilisés, les Adja, ils sont comme des cotocolis. Donc ils ont la révolte dans le sang. Ils ont